Bien, cette fois-ci, dans cette vidéo, on va continuer un peu la programmation des listes qu'on avait déjà commencé bien d'ailleurs à la vidéo précédente. Alors j'ai repris exactement le code où on a été la dernière fois. Bon, je l'ai juste un peu reformaté, j'ai mis en commentaire comme ça, sous cette forme-là, à chaque fois ce dont il s'agissait. On retrouve ici la macro récursive qui indexe la liste, le constructeur de liste qu'on avait fait la dernière fois, les tests de validité ici, et les interfaces utilisateurs, les trois macros qu'on avait programmés la dernière fois. Et là, le code exactement dans le corps du document tel qu'il était quand on a arrêté la vidéo précédente. Bon, ce qu'on va essayer de faire là dans cette vidéo, c'est on va essayer d'ajouter un peu des macros utilisateurs. Alors on va essayer de programmer une macro CSV show list. Voilà. Notre accolade plutôt. Alors show, c'est un peu au sens de la primitive show de tech. Ça veut dire que ça va écrire dans le fichier log. Et ça écrira dans le fichier log le contenu de la liste. Tout simplement. Après, on pourrait essayer de programmer une macro qui insère des items. Il faudrait spécifier l'index à partir duquel on veut insérer des items, par exemple l'index numéro 2, le nom de la liste, je mets toujours ma liste, et les éléments qu'on va insérer. Par exemple, si je mets A, B, C, par exemple, je mets 3 éléments, ça voudra dire que si je reprends la liste que j'ai là, ces 3 éléments-là, le premier d'entre eux sera l'index numéro 2. Autrement dit, il faudra que je les insère ici, de telle sorte que le premier élément de ce que j'ai inséré soit à l'index numéro 2. On pourrait faire ça. Et un peu de façon symétrique, on pourrait faire, on pourrait supprimer, pareil, des éléments. Il faudrait spécifier à partir de quel index, toujours le nom de la liste, et le nombre d'items qu'on veut supprimer. Par exemple, si je mets 3, bien ça voudrait dire, bon là je ne vais pas avoir assez, donc je vais mettre à partir de l'index numéro 1. Ça veut dire qu'à partir de l'index numéro 1, je souhaite supprimer les 3 éléments à partir de l'index numéro 1, donc c'est-à-dire celui-là, celui-là et celui-là. Donc du coup dans la liste il ne resterait plus que ABC. On va essayer de faire ces trois choses-là, ce qui est déjà pas mal. Et donc à chaque fois, ça suppose de faire ces 3 choses-là, ça veut dire qu'il va falloir boucler, faire une boucle indexée par un entier, c'est-à-dire par l'index de la liste. Et donc tout ceci, ça va supposer qu'on essaye de programmer une boucle, d'abord une boucle de type for, comme on en trouve dans plein de langages, pas de façon codée en dur dans Tech. Il va falloir qu'on construise notre boucle for pour pouvoir facilement parcourir les index et nous faciliter la vie pour créer ces 3 macros. Alors pour créer cette boucle for, j'ai ouvert un nouveau fichier, on va faire ça à part, et puis le code que j'obtiendrai là, quand on aura fini, je le copierai ici dans le préambule qui est là. Bon, moi ma boucle for, je voudrais quelle est la syntaxe suivante. For. Après je peux mettre une variable qui portera les index. Ben, on peut aller de n'importe quoi à n'importe quoi, à 11 par exemple. Puis je voudrais qu'elle exécute un code. On va faire très simple, on va mettre par exemple, on pourrait demander ce que le code qui soit exécuté à chaque tour de boucle, ce soit mettre entre chevrons la variable qui indexe la boucle. Alors on va faire def for. Alors ici, ça va être mon premier argument. C'est une macro. Égal, puisque le premier argument sera délimité par égal. On va mettre 2, ça va être l'index de début de la boucle. 3, ça va être l'index de fin de boucle. Et je vais mettre un délimiteur, je vais mettre 2 points.
Et 4, ce sera, il faut que je mette un 2 points ici, pour délimiter la borne supérieure. Et 4, ce sera le code qu'on va exécuter à chaque fois. Bon, qu'est-ce que je vais mettre dans le corps de cette macro? Alors déjà, la première chose qu'il faut que je fasse, c'est qu'il faut que j'assigne la macro 1 à la borne inférieure. Bon, il y a un problème qui va se produire, c'est qu'en fait, je peux très bien avoir un espace ici devant, un espace après, comme ça. Alors pour se jouer des espaces avec les nombres, on va mettre la primitive de ETEC, puisqu'elle est en vert comme ceci. Elle ne prend pas d'argument, l'argument il est lu, il est pas entre, enfin elle prend un argument mais il n'est pas entre accolades. Hein. D'ailleurs on peut le stopper par relax ici, mais bon il va être stoppé de toute façon par l'accolade fermante. Et donc quand numextre évalue, alors ça évalue une expression arithmétique en fait, avec des additions, des soustractions, des multiplications, des divisions et même des parenthèses. Eh bien les espaces sont ignorés. Ça veut dire que ici l'argument numéro 2 ce sera tout ça, et donc numextre va ignorer les espaces. Donc ça permet d'avoir une syntaxe plus souple, on va dire, ici au niveau de l'utilisateur, ça veut dire que les espaces sont complètement ignorés par numextre. Alors numextre, attention, c'est pas un nombre, c'est une représentation interne d'un nombre, c'est un peu comme un compteur, donc moi il faut que je mette number, comme ceci. Et je vais tout développer, je vais mettre edef comme ça, voilà. Donc la macro, alors ce sera ii ici, et bien au début elle sera initialisée à 2. Et si j'avais mis 2 plus 1, et bien ceci ça aurait été évalué par numextre, et elle aurait valu 3. Et si j'avais mis 2 plus 3 fois 4, et bien tout ça aurait été évalué par numextre, 3 fois 4 ça vaut 12, plus 2 ça valait 14. Bon, je vais laisser 2. Tout ça c'est un gadget, de toute façon c'est juste pour ignorer les espaces en fait. Bon, après quand ma macro est initialisée, moi ce que je vais faire, je vais mettre ceci dans une variable privée. Je vais l'appeler maxInt, pareil. Pour ignorer les espaces, eh bien, je vais faire number numexpr de 3, argument 3. Voilà. Je vais peut-être... Non, c'est tout. Et puis maintenant, je vais appeler une macro récursive. On va l'appeler for@ que j'ai défini ici. Ça va être une boucle, elle va être récursive. On va essayer de rendre la récursivité terminale. Alors, qu'est-ce qu'il faudrait qu'elle fasse? Déjà, elle va tester. Alors, il faut que je fasse quelque chose si la variable elle est inférieure ou égale à l'argument 3, c'est-à-dire à maxint. Donc comme j'ai pas d'inégalité large, je vais tester le contraire. Donc je vais dire que si ma variable elle est strictement supérieure à la borne supérieure, ici à maxint, je vais mettre un relax pour stopper la lecture du nombre. Je fais rien, c'est la fin du processus. On a dépassé la borne supérieure. Sinon, alors je vais faire quoi? Il faut que j'exécute le code. Que j'incrémente ma variable. Donc je vais l'incrémenter comme ceci avec edef, avec numextre encore. Alors, il faut savoir que numexpr développe tout quand il est en train d'évaluer une expression. Donc ça veut dire que la variable ici, elle sera développée et elle donnera le nombre qu'elle contient. Donc voilà, ceci, ça va m'incrémenter la variable. Et maintenant, je vais faire ma récursivité. Je vais faire au tour suivant. Alors attention, la récursivité n'est pas terminale ici. Bon, ce serait pas gênant parce que la macro for@ ne lit pas d'argument, donc c'est pas problématique, mais pour rendre la récursivité terminale, c'est toujours plus propre. Allez, un expand after, comme ça ma récursivité est terminale. Bon, alors il y a un problème, c'est qu'en fait là, comme j'ai mis la macro for@ à part, j'ai mis des arguments là, mais c'est les arguments de l'autre ici. Donc, ce que je vais faire,
je vais copier cette macro là et je vais la mettre là-dedans. Ah, c'est beaucoup mieux comme ça. Je crois que c'est pas trop mal, mais on va tester, on va compiler. Je regarde. On va compiler. La fiche. Voilà, ça marche pas mal. Donc le code a été exécuté pour chaque tour de boucle. Alors je vais mettre tout ça entre guillemets pour être sûr que j'ai pas d'espace parasite. C'est toujours la hantise un peu, j'en ai pas. C'est pas mal. Bon, sauf qu'ici là, je vais mettre unless, c'est mieux. Je rappelle qu'unless ça inverse les branches du test, donc j'ai plus besoin de ce else ici, comme ça c'est pas mal. Et donc, si je mets 2 tout 3, ça doit m'afficher 2, 3. Si je mets 2 tout 2, ça doit m'afficher 2 seulement. Et si je mets 2 tout 1, ça doit rien afficher du tout. Mais le fichier PDF va pas être modifié. Si. Bon, mais je crois qu'on a une boucle for qui fonctionne bien. Bon, le seul truc qui me gêne là, c'est ce 2 points là. Il faudrait que je puisse me passer du 2 points. Ce serait mieux comme ça. Alors ce qu'on va faire, il faut que l'argument 3 il soit délimité par l'accolade ouvrante du code. Alors je vais faire comme ça. Pour faire un argument délimité par l'accolade, on fait comme ça. Voilà. Bon, et maintenant je vais repasser tous les arguments qui sont lus, c'est-à-dire le 1, le 2, le 3. En fait, telle qu'elle est programmée là, la macro for ne lit que ça, le signe égal, l'argument numéro 2 et l'argument numéro 3. La macro for n'a pas encore lu le code qui est entre accolades. Donc tout ça, je vais la passer à une macro for @a. Je vais passer les 3 arguments qu'elle a lus. Je ne les passe pas avec la syntaxe utilisateur, ça c'est du sucre syntaxique, je m'en fiche. Je vais passer argument 1, argument 2 et argument 3. Voilà, charge à la macro for @a de lire les 3 arguments que lui passe la macro for ici, plus l'argument numéro 4 qui est le code. Bon, alors il y a un souci de nom parce que là, alors, la macro récursive, il faut que j'appelle for @b maintenant du coup. Eh bien, ça devrait marcher. Je vais essayer. Voilà. Avec toujours la possibilité de mettre, au lieu de mettre 10, je peux mettre 3 x 3 plus 1. Et là, si j'ai envie de mettre 5, je peux mettre 2 x 3 moins 1. C'est ça qui est pas mal avec Numex, c'est que ça va évaluer. Je peux mettre autant d'espace que je veux, tout ça, ça n'a pas d'importance. Numex les ignore, donc ça va de 5 à 10. Alors, une petite amélioration qu'il faudrait qu'on mette en place d'ailleurs, c'est pour la faire compter à rebours cette boucle. Donc, si je compile ceci, malheureusement j'ai rien, puisque dans ce test ici, je teste si la variable elle est inférieure ou égale à la borne maximale. Alors on va déjà tester au début, avant d'entrer dans la boucle récursive. Eh bien, si la borne maximale ici, c'est-à-dire max int, eh bien, est strictement inférieure à la borne minimale qui est contenue pour l'instant dans la macro 1. Je verrai ce que je fais. Et nous, on est dans le cas où ce test est négatif, c'est-à-dire que on a la borne inférieure qui est inférieure ou égale, la borne supérieure, pardon, qui est supérieure ou égale à la borne inférieure.
Donc moi je vais définir un incrément. Je vais l'appeler comme ça. Dans ce cas je vais mettre égal à 1. Donc ici, là je mettrai plus l'incrément. Il faut que je définisse un signe de comparaison ici. Puisque dans le cas inverse, ce sera l'autre signe de comparaison. Donc je vais définir, je vais l'appeler comme ça, force comme sign par exemple. Dans ce cas on était supérieur. Et ça je vais le mettre là. Bon, si je vais de 2 à 10, c'est bon. Alors maintenant dans le cas inverse, ce qu'on avait juste avant. Donc ce test là va être positif. Donc je vais définir, je vais faire pareil que là, je vais recopier. L'incrément va être égal à moins 1 cette fois-ci, il va falloir compter à rebours. Et le signe de comparaison, au lieu de mettre supérieur, je vais mettre inférieur. Je compile, normalement ça devrait compter à rebours de 10 à 2. Voilà, on a envisagé les deux cas, la boucle fonctionne bien à l'endroit, enfin dans le sens croissant ou dans le sens décroissant, compte à rebours. Il ne reste plus qu'à la copier, cette macro for, dans le document ici, pour mettre en œuvre la programmation des 3 macros à utilisateur que nous allons programmer tout de suite. Alors voilà, j'ai copié donc le code qu'on vient d'élaborer ici. J'ai mis boucle for en commentaire dans le document, dans le préambule du document qui gère nos listes. Bon, allez, lançons-nous dans la programmation de la macro CSV show list. Elle admettra un argument qui, comme d'habitude, sera le nom de la liste. Donc il va falloir que je parcours tous les éléments, tous les items de la liste. Donc on va lancer une boucle for. On va l'indexer avec un nom de macro privé. Je vais mettre CSV index par exemple. J'aurais pu mettre autre chose. Donc ça va de 0 à la longueur de la liste qui est stockée. C'est l'hameçon qui est ici qui s'en occupait. Voilà. Ceci, c'est la longueur de la liste. Moins 1. Puisqu'on commence à compter à partir de 0. Je rappelle que numexpr va évaluer tout ça. Donc comme ça développe au maximum, eh bien, csname et csname va former le nom de la macro, qui elle-même va donner la longueur de la liste. Par exemple ici c'est 4, et numexpr évaluera 4 moins 1, donc ce sera bien 3. Bon, je peux désormais avec CSV index accéder à chacun des items de la liste. Donc je vais dans mon hameçon qui est là. Voilà la macro qui reçoit chaque item. Donc ici il ne faut pas que je mette number CSV count, je vais mettre ceci. Voilà. Donc en formant cette macro, c'est la macro qui contient chaque item en fait. Alors qu'est-ce que je vais faire de cet item? Il va falloir que je l'ajoute à un sort de collecteur au fur et à mesure que je parcours la liste. Donc je vais créer un collecteur. Je vais mettre CSV collect par exemple. Au début je vais l'initialiser. Alors comme ça va être écrit dans le fichier log, je vais mettre ceci et ceci. Voilà. Ce sera affiché dans le fichier log, c'est pas mal. Donc ça mettra liste, entre guillemets, le nom de la liste, et puis ici, ben, il va falloir que je m'arrange pour ajouter à ce collecteur chaque item de la liste. Donc je vais définir ce collecteur ici. Donc il faut que je l'ajoute à la fin de son propre texte de remplacement. Donc je vais mettre ici, et comme ça. Bon, je ne peux pas laisser ça comme ça évidemment parce que la primitive def ne développe rien du tout. Moi il faut que je développe une fois ça, et il faut que je développe 2 fois ça, et en plus après chaque item il faut que je mette une virgule.
Donc je vais mettre edef déjà. Donc cette première ligne, je dois la développer une fois. Cette deuxième ligne, je dois la développer une fois. La virgule, elle reste telle qu'elle. Allez, c'est parti. On va développer ça une fois et après bloquer le développement. Donc on va faire un expanded, expand after. Voilà. Le expand after développe ça et un expanded bloque le développement de ce qu'on a obtenu. Et ici, ça va être pareil. Un expanded. Il faut que je développe deux fois. Une fois pour former le nom de la macro, avec csname et csname, et une fois pour extraire le contenu de cette macro. Donc je vais mettre 3 expand after ici. Voilà. Donc à chaque tour de boucle, mon collecteur reçoit l'item courant, et on ajoute une virgule à la fin. Donc voilà la sortie de la boucle for. Eh bien, j'ai plus qu'à afficher dans le fichier log le contenu de cette macro sous collecteur. Alors, je vais me servir d'une macro, d'une primitive de ETEC qui s'appelle showTokens. Et on va mettre dedans ça. Alors, showTokens ne développe pas, hein, ça va afficher directement ça. Moi, je veux pas, donc je veux que CSV collect soit développé. Alors c'est encore une primitive qui doit être suivie d'une accolade. J'ai donc le droit de mettre un expand after ici pour développer, ou plusieurs expand after si j'avais envie, pour développer. Voilà. Et bien je crois que c'est bon. Notre boucle for a alimenté notre collecteur et à la fin on l'affiche dans le fichier log. Et on va essayer. Je vais mettre show list ma liste. Bon, je compile, on verra bien. Hein. Undefined control sequence. Ah, c'est CSV show list, pardon. Hop. Ben, ça fonctionne bien. Voilà ici. Alors ça c'est comme on avait initialisé notre collecteur et on a chaque item ici séparé par une virgule. Voilà, c'est embêtant ici, il y a une virgule parasite par contre. C'est qui est normal puisqu'après chaque item je rajoute une virgule, y compris après le dernier. Moi il faudrait qu'après le dernier j'en mette pas. Bon, on pourrait mettre un test ifnum ici, on pourrait mettre ifnum CSV index strictement inférieur à ça, à cette condition pour rajouter la virgule. Bon, c'est pas terrible parce qu'en fait ce test il serait fait à chaque fois alors qu'il a besoin d'être fait qu'une seule fois. Voyons comment on va supprimer cette virgule. Je vais laisser ça comme ça, je m'en servirai après. Moi ce que je vais faire, je vais envoyer le contenu de CSV collect à une macro privée. En le développement évidemment, bien sûr, là. Je vais finir par un nil. Alors je sais que le développement de CSV collect se termine par une virgule, donc je vais rajouter un élément qui va être ça. Voilà. Et donc je vais définir ma macro privée la CSV showlist @a. Donc l'argument qui m'intéresse, celui que je veux diriger vers showTokens, ça va être l'argument 1. Et le dernier, ça se termine par virgule CSV showlist @a et nil. Voilà, du coup cette virgule parasite, la dernière, c'est un délimiteur d'argument, donc je n'ai plus qu'à faire showTokens. C'est mieux. En théorie, si je compile, il n'y a plus de virgule parasite à la fin, parce que je l'ai enlevé. Évidemment, ça ne marche pas. Qu'est-ce que j'ai fait? Ah oui, il y a une accolade qui n'est pas équilibrée, mince.
Voilà, c'est mieux. C'est bon. Il n'y a plus la virgule parasite à la fin. Et ben on a programmé notre macro CSV showList. Alors lançons-nous dans la programmation de la macro suivante. Ça va être la macro CSV InSystems. Bon, pour garder une cohérence avec les syntaxes précédentes, je vais mettre 1, 2, 3 comme ça, comme les arguments. On va dire que 1 c'est le nom de la liste dans laquelle je vais insérer des éléments. Je vais dire que 2 c'est l'index d'insertion, c'est l'index à partir duquel je vais insérer les éléments, et 3 arguments, éléments à insérer, on va mettre. Voilà. Bon. Imaginons que j'ai des éléments, je ne mets pas de virgule, je les mets comme ça les uns à la suite des autres. Et je mets des index. Donc cette liste a une longueur de 7. Imaginons que j'ai envie d'insérer 3 éléments à l'index 2. Alors qu'est-ce que deviendrait la liste? Les éléments, je vais mettre x, y, z. Voilà l'index 2, et après à la suite, eh bien, je vais remettre tout ça. Et les nouveaux index, c'est ça. Bon, alors ce qu'il faut qu'on fasse d'abord, en premier temps, c'est il va falloir qu'on fasse de la place dans la liste initiale. Il va falloir qu'on décale les éléments qui sont au-dessus de l'index d'insertion, de la longueur de la liste qui est constituée par les éléments qu'on va insérer. Bon, allez, on va essayer de faire ça. Alors ce que je vais faire, je vais me servir du constructeur new list. Il faut que je l'appelle d'un nom pas trop commun. Je vais mettre ins_list. Et je vais lire les éléments que l'on veut insérer dans cette nouvelle liste ici. Comme ça, du coup, je peux accéder à la longueur de la liste que je vais insérer. Je vais la sauvegarder dans un nom. Je vais mettre inslen par exemple. Et donc, je vais mettre ici la longueur de la liste qui est toujours dans mon hameçon ici, c'est-à-dire ça. Alors ici c'est pas l'argument 1, c'est la nouvelle liste que j'ai créée, donc c'est ins_list. Bon, voilà, déjà j'ai alors je pourrais accéder à tous les éléments de la nouvelle liste, la liste qu'on va insérer, et j'ai sa longueur ici. Alors moi il faut que je décale, que si l'index auquel je vais insérer la liste, il est plus petit que la longueur de la liste. Parce que si je vais insérer des éléments ici, j'ai rien à décaler du tout. Donc on va dire que si l'index d'insertion il est strictement inférieur à la longueur de la liste 1, c'est-à-dire ça, voici, il faut que je mette 1. Je vais mettre un relax pour stopper la lecture du nombre. Eh bien, il faut que je parcours les éléments de la liste initiale à partir de l'index d'insertion et que je les décale de la longueur de la nouvelle liste. Donc on va dire for, je vais dire qu'est-ce que je pourrais mettre, x on verra, égale
Donc on a dit l'index d'insertion c'est 2 jusqu'à la fin, c'est-à-dire jusqu'à la longueur de la liste initiale moins 1, c'est-à-dire jusqu'à ça moins 1. Alors il faut que je copie l'élément courant qui est là-dedans. On va faire let. Alors le nouvel index, c'est donc le compteur de boucle XX plus la longueur de la liste inslength. C'est ça le nouvel index que je veux mettre à mon élément. Alors je peux pas écrire ça comme ça parce que bon, CSName, NCSName ça développe au maximum, mais il faut que je le fasse évaluer par numexpr ici. Donc, je vais mettre number numexpr. Voilà, je vais mettre un relax ici, toujours à l'intérieur de CSName, NCSName pour stopper la lecture du nombre. Donc voilà la macro qui contiendra nouvelle macro qui contiendra l'index. Et il faut que je mette, je vais aller à la ligne, quasiment la même chose, sauf qu'il ne faut pas le décaler. Cette fois-ci, c'était l'élément initial. Donc je vais juste mettre XX. Ça doit être bon. Ça doit être bon au développement près, parce que attention, let ne développe rien du tout. Il faut d'abord que je forme le développement, que je forme le nom de cette macro. Je vais mettre un expand after ici. Voilà. Donc là, tout ça se forme en un nom de macro. Le développement maximum entre en action ici, mais avant que NCSName soit atteint, il faut que je développe ceci ici. Donc je vais mettre un expand after là aussi. Bon, ça devrait être à peu près bon. C'est pas très lisible ça. Je vais écrire une macro privée. Je vais mettre copie item d'une liste comme argument 1, d'index d'argument 2 vers une liste d'arguments 3 d'index 4. Allez, allons-y. Bon, ça va être ça quasiment. Hop, là comme ça. Donc c'est cet élément, enfin c'est la liste argument 3 index numéro 4 qui reçoit la copie de ça. Donc ici je vais mettre argument 3. Ici je vais mettre argument 4. Et c'est égal au sens de let à la liste de nom, l'argument 1, et ici on va mettre pareil number numexpr 2 relax. Faut pas que je mette de relax, attention. Voilà. Donc ça fait qu'ici, ça je vais remplacer par une syntaxe un peu plus lisible quand même. Je vais mettre copy item. Donc on a dit que c'était la liste 1, l'index c'était XX, et on le copie dans la liste 1 encore, d'index XX plus la longueur de la liste qu'on veut insérer. C'est quand même beaucoup mieux comme ça. Bon, je vais tester. Bon, je vais faire new list 1, B, C, D, E, F, G, je crois que j'avais mis. Voilà, on va faire CSV ins items
Alors on va insérer dans ma liste. L'index, j'avais dit qu'on va mettre à partir de 2 et on va insérer X, Y, Z. Je vais faire ça et je vais faire après CSV showList, maList. Juste pour voir si ça fonctionne en fait. Bon, il y a un truc que j'ai pas bien fait, je sais pas quoi. J'ai l'impression que c'est par là. Ah mais oui que je suis bête, j'ai mis en Dracula des arguments, mais n'importe quoi. Ouais, ça devrait aller mieux comme ça. Mais ça fonctionne pas du tout. Pas du tout, pas du tout. En tout cas, un truc que j'ai oublié, c'est de mettre à jour la longueur de la liste. Ça, par contre, je l'ai oublié. Mais je comprends pas pourquoi. Ah si, c'est bon. Le CDE ici, ça recommence ici, CDE. Donc apparemment, c'est bon. Les 3 éléments qui sont ici, CDE, ont bien été transférés ici. Je crois qu'elle est pas bonne ma boucle là. C'est mal indexé à mon avis. Il faut que je commence par la fin. Parce qu'en fait si je décale, il faudrait que je commence par le dernier élément ici. Alors, je vais essayer, c'est mieux. Je vais mettre ça tous deux. Je crois que c'est plus sûr. Bon, il faudra de toute façon que je mette à jour la longueur de la liste, parce que là, pour l'instant, la liste, il pense toujours qu'elle est de longueur 7. Bon, puis je vais essayer justement maintenant de d'insérer les éléments aux places qui sont libres, c'est-à-dire là, là et là. Je vais insérer les nouveaux éléments. Donc je vais faire une boucle for encore. Là, je vais compter à l'endroit. Je vais dire for. Je mets x, x encore. Comme ils ne sont pas américains, ça n'a aucune importance. Donc il faut que j'aille à partir de la position d'insertion, donc c'est à partir égale position 2 jusqu'à 2 plus la longueur de la liste que je vais insérer. On va faire comme ça. Et bien je vais faire copie item, pareil. Donc je dois copier l'item de la nouvelle liste, la liste que je vais insérer, ins list comme ça, d'index. J'ai mal indexé, je vais aller de 0, c'est mieux. De 0 à la longueur, c'est mieux comme ça. Donc d'index xx, et je dois le copier vers la liste que j'ai passé un argument numéro 1 ici. D'index xx et je prends la position d'insertion. Bon, ça devrait marcher. Voyons. Il y a une erreur là. J'ai pas été trop loin. Bon, je verrai. Je vais mettre à jour la longueur de la liste dont le nom est l'argument numéro 1. Donc je vais mettre avec un headef, je vais faire ça avec numexpr. Donc c'est csvlen arrobase 1 ncsname. Et je l'augmente ça de 1. Pas de 1, de la longueur de la liste, pardon, que je vais insérer. Plus ça. Voilà. Bon, il faut que je développe comme d'habitude. Je vais mettre expand master. Et là, pour évaluer ça, cette expression arithmétique, je mets number numexpr. Bon, je finis par relax pour la forme. Alors, voyons ce que ça donne.
fait une erreur de frappe ici. Bon, il y a une erreur quelque part d'index, j'ai compté trop loin. Alors, qu'est-ce que j'ai fichu? Oui, en fait, j'ai été trop loin là. Parce qu'en fait, la longueur de la liste, comme je commence à 0, il faut que je mette -1 ici. Et là, je devrais avoir quelque chose de bien. Voilà. J'ai bien inséré 3 éléments ici et j'ai les éléments restants ici. On a bien mis à jour la longueur de la liste principale, la liste 1. Donc tout ça, ça m'a l'air pas mal. Voyons si je l'insère à l'index 0. Normalement, je devrais commencer par x, y, z, ma nouvelle liste. C'est bon, ça va jusqu'à g. Et je vais commencer à l'index 7. Ça devrait finir par x, y, z. Voilà, B, C, D, F, G. Ça, c'est l'index 7, 8 et 9. Bon, ben, on a réussi pas trop mal à programmer cette macro CSV InSytem qui fonctionne pas si mal que ça. Bien, au niveau de la syntaxe, il va falloir qu'on fasse une petite amélioration pour la macro CSV InSytem ici. Ce serait pas mal que l'index d'insertion qui est spécifié, il soit optionnel en fait. Et que s'il n'est pas spécifié par l'utilisateur, l'index d'insertion, ben, ça vaille la dernière position possible à laquelle on peut insérer, c'est-à-dire la longueur de la liste. Il faudrait que ce soit par défaut ici 7. L'index à partir duquel on insère les éléments de la liste d'un argument numéro 3. Alors pour ça, on va utiliser une macro du noyau LaTeX, new command. Eh ben c'est CSV InSytems. Elle va lire 2 arguments seulement. L'argument numéro 3 il sera lu par cette macro que je mettrai privé tout à l'heure. Et par défaut, on va laisser l'index d'insertion vide. Charge justement à cette macro de tester si l'argument est vide ou pas. Justement, si l'argument est vide, l'argument 1, alors cette fois-ci par contre, 1 c'est l'index, et 2 ça devient le nom de la liste. Donc si 1 est vide, eh bien l'index d'insertion qu'on doit passer, c'est la longueur de la liste justement, c'est-à-dire c'est ça. Sinon, eh bien, on va laisser l'argument 1 justement, puisqu'il a été spécifié par l'utilisateur. Voilà ce que sera l'index que je passerai à cette macro privée là. D'ailleurs, je vais la mettre privée tout de suite. CSV InSytems comme ça. Bon, maintenant je vais appeler la macro CSV InSytems avec ses arguments mis dans le bon ordre. Donc je vais mettre comme premier argument, elle ce qu'elle veut c'est le nom de la liste. Donc c'est l'argument 2 de la macro publique ici. L'index, eh bien c'est justement ce que je viens de mettre là. Et donc cette macro là, bon, lira son argument 1, son argument 2 passé par la macro publique ici, et lira en plus l'argument 3 qui est la liste des éléments à insérer. Bon, ça va pas ici parce que cet argument ici, moi j'aimerais qu'il soit développé au maximum, et là pour l'instant il ne l'est pas du tout. Alors pour développer cet argument au maximum, j'ai oublié ici, eh bien on pourrait développer tout ça, on verra comment, et bloquer le développement de la macro ici bien sûr, et de son premier argument. Donc il faudrait que je mette un expanded ici, et je vais bloquer le développement de ça. Donc si je développe tout ça, ça veut bien dire qu'il n'y a que l'intérieur du deuxième argument que je passe qui sera développé. Alors pour ça il y a une nouvelle primitive qui existe. Elle existe depuis pas très longtemps, depuis 3-4 ans je dirais de mémoire. Elle n'existait pas bien sûr dans le programme Tech tel que l'a écrit Donald Knuth au début, c'est la macro expanded. Dans son argument, elle développe tout.
Un peu comme le ferait la primitive EDF à l'intérieur du texte de remplacement, ici, là, par exemple. La primitive EDF, elle développe tout. Sauf qu'elle, c'est pour définir une macro. La primitive expanded, elle agit pareil, sauf que c'est pas pour définir une macro, c'est pour placer dans le flux de lecture, une fois que expanded a fait son boulot, elle est développable. Et donc expanded, son développement, ça devient le développement maximum de tout son argument ici. Donc là, c'est bon. Avec la primitive expanded, je suis sûr que ça et ça, c'est pas touché, et que le deuxième argument, c'est-à-dire l'index que je vais passer ici, l'argument 2, ça dépend si l'index est spécifié, s'il est vide, on passe la longueur de la liste, sinon, c'est l'argument 2 ici, parce que le nom de la liste c'est l'argument 2. Voilà, d'ailleurs il faut que je réécrive la macro ifempty, parce que la macro ifempty, je l'ai plus. Donc on avait dit que c'était avec le test if4. On a mis detokenize. Relax encore. On a mis first of two. Else. Second of two. Bon, voilà ma macro ifempty telle qu'on l'avait définie dans une vidéo précédente. Bon, on va essayer. Donc, l'index d'insertion, je n'ai plus à le mettre ici. Je vais le mettre comme argument optionnel ici. Voyons, je vais mettre 0. Tiens, on va voir si ça fonctionne, si j'ai pas fait d'ordre de copie quelque part, mais bon, ça devrait aller. Voilà, l'index 0. Si je mets rien, eh bien, ça sous-entend que les éléments x, y, z vont être insérés en dernier. Donc, normalement, ça doit le mettre en dernier ici. Voilà, après la lettre G. Et si je mets n'importe quoi d'autre, alors pas n'importe quoi, j'ai pas fait de test d'ailleurs, il va falloir que je fasse un test de validité. Si je mets -5, ça va rien dire, et -5 c'est pas bon. Ben justement, il va falloir qu'on teste ici, dans cette macro privée là, si l'index qu'on reçoit ici, il est valide ou pas. Donc il est valide si il va de 0 à la longueur de la liste elle-même. Parce que l'index d'insertion 7, il est recevable, il est bon. C'est d'ailleurs celui qui est par défaut. Qu'est-ce qu'on avait écrit dans notre test de validité? Le test de validité, il va pas fonctionner ici, parce que le test de validité, c'était quand on voulait extraire un élément de la liste, et donc on était strictement inférieur à la longueur de la liste. Et nous, on ne veut pas que ce soit ça. Donc on ne peut pas se servir de ce test de validité là. Je vais écrire une macro privée. Je vais tester si un entier 1 se trouve ou pas dans l'intervalle fermé de borne 2.3. On va faire comme ça. C'est une syntaxe un peu olé olé, mais bon, après tout, pourquoi pas. On est dans le back-end ici, c'est pas du tout un truc auquel a accès l'utilisateur, peu importe. Alors à quelles conditions un nombre entier est dans un intervalle comme ça? Eh bien, c'est si le produit entier moins borne inférieure multiplié par entier moins borne supérieure, il est négatif ou nul. C'est à cette condition que l'entier appartient à l'intervalle. Donc on va faire if num numexpr. Donc je vais remettre ça, puisque numexpr comprend très bien cette expression arithmétique. Je vais mettre relax. Donc comme j'ai pas d'inégalité large avec le test if num, je vais mettre strictement supérieur à 0. Dans ce cas, ça veut dire que l'entier n'est pas dans l'intervalle que je veux tester. Donc je vais mettre ça. Et dans le cas contraire,
c'est-à-dire s'il est négatif ou nul, eh bien je suis dans le cas où je vais prendre le premier argument qui suit. Voilà, c'est pas mal. Je fais un test plus générique. D'ailleurs ici je vais réécrire cette macro de validité, puisque ici l'index il était valide s'il était à l'intérieur de l'intervalle 0, puisqu'on testait était supérieur à 0, je vais le mettre d'ailleurs tout de suite. Donc l'index 2 c'était 2, 0 et c'était ça moins 1. Voilà, je peux enlever tout ça. C'est quand même pas mal. Donc je vais me servir de cette macro if interval ici. Tout au début là. Je vais tester si l'index que reçoit cette macro, il est bien valide, c'est-à-dire s'il est à l'intérieur de l'intervalle 0, on peut très bien insérer une liste à l'intervalle 0, et la longueur de la liste 1. C'est-à-dire son dernier index plus 1. Ça. Dans ce cas, eh bien je fais tout ça. Indenter. Et dans le cas contraire, je vais mettre encore un message d'erreur. Par exemple ça. Donc normalement si je mets moins 5 là, je dois me prendre une erreur de compilation. Voilà. Si je mets 7, je ne dois pas m'en prendre. Voilà, je n'en ai pas pris. Et donc les éléments sont insérés en dernière position. D'ailleurs si j'avais rien mis c'était pareil. Et si je mets 8, normalement je dois prendre aussi une erreur de compilation. Voilà, et bien on a réussi à nous construire la macro d'insertion d'items un peu n'importe où on veut dans notre liste. Alors attaquons-nous à la macro CSV del items. On va laisser la même syntaxe que la dernière fois, on laissera un argument optionnel comme ça entre crochets qui sera l'index à partir duquel on veut supprimer des éléments. On mettra le nom de la liste comme argument numéro 2 et le nombre d'items à supprimer comme argument numéro 3. Voilà, ce sera notre syntaxe. Alors, on va faire un exemple ici. Voyons, si j'écrivais qu'à partir de l'index numéro 2, eh bien, je vais supprimer 3 éléments, ça voudrait dire que l'index numéro 2 c'est C, donc il faudrait que je supprime C, D, E. Donc du coup la liste ça deviendrait ça. Elle serait donc de longueur 4. Bon, on va faire comme la dernière fois, on va se servir à nouveau de new command pour l'argument optionnel, comme ça, CTRL C, CTRL V, je vais mettre del item ici. Donc index, nom de la liste, et je vais lire eh bien, le nombre d'éléments à supprimer. Bon, alors déjà pour éviter tous ces CS name et CS name, là je vais faire ça, je vais dire que let, je vais appeler list len, la longueur de la liste, c'est-à-dire ça. Je vais mettre un expand after là, il faut que je développe ça bien sûr avant que let entre en action, donc je vais faire un point d'expand after.
Voilà. Alors après, l'index, je vais le définir aussi, je vais dire edef auto-index alors si l'argument 1 est vide, il faut que je calcule quel index automatique je dois mettre, sachant que si je spécifie rien comme ça, eh bien ça veut dire qu'il faut que je supprime 3 éléments à la fin de la liste. Donc l'index automatique ici, ce serait le 4. Donc il faut que je fasse 7 moins 3. Donc c'est-à-dire ici, il faut que je fasse la longueur de la liste, oui, listen, c'est ça, moins le nombre d'éléments à supprimer. Voilà, on va faire number du expr. Voilà mon index automatique. Et donc ici, ça va m'alléger la syntaxe. Donc, je vais le rajouter ici carrément. Donc l'argument numéro 2 que je vais transmettre là, il faut que je mette del item ici, attention, que je ne me fasse pas avoir. L'argument numéro 2, ça va être auto-index. Et l'argument numéro 3, ça va être lui-même, que je touche pas. Le unexpanded, c'est juste le nom de la macro bien sûr, et l'argument numéro 2 qui est le nom de la liste qu'on transmet en premier à la macro privée. Allez, c'est parti, on va faire bfcsv. Quand j'avais mis csv @del items. Donc 1 c'est le nom de la liste et l'argument 2 c'est l'index. Voilà. C'est remis dans l'ordre habituel, on va dire. Bon, eh ben d'abord en premier lieu il faut que je teste si l'index est valide. Il faut que l'index il soit qu'il adresse un élément de la liste qui existe. Donc je vais faire if valide index. C'était quoi les arguments déjà? C'est où? Donc c'était l'index 2 est-il valide dans la liste 1? Dans l'index c'est 2. Voilà, donc si l'index est valide, on verra. Et si l'index n'est pas valide, eh ben on va faire un message d'erreur. Bon, si l'index est valide, il faudrait que je teste en plus si le nombre d'éléments à supprimer n'est pas trop important. Parce qu'imaginons que j'ai spécifié un index 2 comme tout à l'heure ici. Le nombre maximum d'items que je peux supprimer si je spécifie l'argument 2, eh bien c'est 5, hein, donc c'est 7 moins 2. Donc il faut que je mette if intervalle là déjà. C'était quoi la syntaxe déjà? Où es-tu if intervalle? Je l'ai perdu. Là. Donc c'était 1. Voilà. Et ça va pas, là il y a une erreur de programmation ici. Ça va pas du tout ce que j'ai écrit la dernière fois. Ça c'est pas bon, il y a un bug énorme là.
que l'argument 3 ici, c'est une expression arithmétique, il y a une soustraction. Donc l'argument 3 il va être remplacé ici, et la soustraction qui est là ne va s'appliquer qu'à ça. Et pas au moins 1 qui est là. Pour que ce soit correct, il faut que l'argument 2 et l'argument 3 ils soient obligatoirement entre parenthèses comme ça. Pour se prémunir du fait justement que si l'argument 2 ou l'argument 3 sont eux-mêmes des expressions arithmétiques, que la soustraction elle s'applique à tout, quoi. En fait, c'est ce qu'on fait à chaque fois quand on fait une expression avec numEx, on lui transmet un argument, on le met entre parenthèses s'il est précédé d'un moins, d'un fois ou d'un multiplié. Bon, d'un plus, c'est pas la peine. Mais moins fois multiplié, il faut absolument mettre un argument entre parenthèses au cas où on transmette un argument qui est une opération. Bon, donc voilà ce bug corrigé. En plus, ça aurait été très dur à trouver. Heureusement que je m'en suis aperçu, ça aurait été un bug horrible à trouver. Bon, qu'est-ce que je faisais du coup? Oui, alors la syntaxe c'est entre crochets, point virgule. Allez hop. Alors je testais si le nombre d'éléments supprimés, donc il doit être compris entre 0. Bon, après tout, on peut supprimer 0 élément. Non, si. Ce qui revient à rien faire. Hein. Bon, la boucle for, après, elle fera rien, elle fera quelque chose. Je vais mettre 1. Donc on va dire que supprimer 0 élément, l'utilisateur se prendra un message d'erreur. Et donc j'ai dit que ici, ça doit être la longueur de la liste moins l'index. Donc je vais mettre R message. Voilà, on va mettre ça. Ouais, mais alors, il faudrait que je fasse un test ici aussi, du coup, là. Parce que c'est l'auto-index, comme ça, il peut être négatif. Moi, si j'en ai mis trop ici. Donc si l'auto-index est négatif, ça veut dire que j'ai demandé à supprimer trop d'éléments. Donc on va mettre pareil. Et s'il n'est pas négatif, eh bien on va faire ça. Et là je vais mettre pareil. La même erreur. Bon, alors donc je reviens à ça là. Donc si tout est bon là, du coup, si l'index est valide et si le nombre d'items à supprimer est correct, eh bien je vais décaler des items. Donc là j'en avais supprimé 3. Je vais supprimer ces 3 là. Donc en fait il faut que je décale les items qui restent de 3. Il faut que je les descende de 3. Et là je vais aller dans l'ordre, croissant, comme ça, en les décalant, ça ne peut pas écraser un item que j'ai déjà déplacé. Donc on va faire for, je vais appeler x égale 0 to, et bien le nombre d'items à déplacer à supprimer moins 1, parce que je commence à compter à partir de 0.
Et donc je vais copie item. Donc les deux premiers arguments c'était l'item qu'on devait copier et les deux derniers arguments c'était pour l'item qui recevait la copie. Donc ici on doit aller à l'index, on va partir de l'index 2, on va ajouter le compteur de boucle et comme c'est l'index du haut quoi, c'est ici, donc il faut que je rajoute le nombre d'éléments à supprimer. Et je vais copier ça, je vais le descendre du nombre d'éléments à supprimer, donc je vais le copier vers ça. Je crois que c'est bon. Je vais mettre à jour la longueur de la liste. Je vais copier comme la dernière fois. Tac, donc il faut que je raccourcisse du nombre d'items à supprimer. Et ici j'aurais carrément pu mettre listlen, que ce csname et csname c'est la même chose. Voilà, je crois que c'est pas mal. Donc si l'index est valide, si le nombre d'items à supprimer c'est bon, je fais ma boucle for, je décale les items du haut. Ouais, mais non. Non, parce que rien me dit que cet item existe. Je peux très bien être au-delà du dernier item. Il faudrait que je teste si cet item-là, il existe. Parce que ça sert à rien de copier un item qui n'existe pas vers un nouveau décalé vers le bas, quoi. Donc je vais faire if num. Donc si cet item existe, si cet index existe en fait, c'est-à-dire s'il est strictement inférieur à listlen, on copie. Je vais mettre un relax. Et sinon on fait rien du tout. Sinon la boucle elle fait un tour pour rien. Je crois que c'est pas mal. On va tester. Donc je vais faire je vais spécifier l'index, là je vais dire que c'est l'index 2 et je vais supprimer 3 items et on va faire csv showlist ma liste. Voyons. Bon, il y a des erreurs partout, qu'est-ce que j'ai fait? Illégal paraméteur. Comme ça les 3 arguments, il faut que je mette 3 ici. Missing number, c'est quoi ce M là qui traîne? J'ai dû mettre un M quelque part tout seul. Dans une expression numérique. Voyons. Je peux planter là. C'est 2 là. Puisque 2 c'est le nom de la liste. Et oui, c'est dans la macro utilisateur, donc c'est inversé. Voyons. C'est quoi ce M là? Je suis bon là pour valider index. Où es-tu, valide index là? L'index 2 est-il dans la liste 1? Je peux faire l'inverse, non? Dans l'index 2. Je ne me rappelle plus.
L'index il vient en deuxième. Le premier argument c'est le nom de la liste. Je crois que c'est inversé. Bon, je crois que c'est pas là, quelle est l'erreur? Ah si, ça a changé. Ifnum, alors il y a un test ifnum quelque part, qu'est-ce que j'ai fait? Auto-index, ça m'a l'air bon. Ah mais là j'ai oublié d'évaluer, mince. Je mets un relax par sécurité. Bon, ça devrait être bon là peut-être. C'était pas l'enquête d'erreur que je c'est pas vrai. Ah, qu'est-ce que j'avais demandé déjà? Donc à l'index 2, j'ai supprimé 3 éléments. Donc ces deux disparaissent. A, B, F, G. Ah ben voilà, ça a l'air de fonctionner. Bien si je mets rien. Ça doit vraiment enlever les 3 éléments de la fin. A, B, C, D, E, F, G, c'est bon. Et alors si je mets 0, ça doit m'enlever les 3 premiers. A, B, C, D, E, F, c'est bon. J'ai l'impression que ça fonctionne. Et alors je vais mettre index 2, je vais mettre 6. Ça devrait me mettre impossible de supprimer 6 éléments. C'est bon. Alors si je mets 6 ici, que je mets 2, ça doit me dire mauvais index. Normalement, bad index, je crois que j'ai mis. Non. Bon, après tout, l'erreur, elle est... C'est moyen, là. Bon, admettons, il y a quand même une erreur, on va dire que c'est bon. Bon, j'ai l'impression que la mission est à peu près accomplie. Bon, j'ai pas trop le temps de tester plus, hein. Peut-être qu'il y a un code comme ça, il peut y avoir des erreurs forcément, hein. Il faudrait que je fasse des tests unitaires, enfin il faut que je teste quand même pas mal avec mes propres boucles, etc. Bon, on va laisser comme ça. Il y a peut-être des erreurs, des bugs, c'est pas garanti du tout sans bug. Voilà, il y a même un espace parasite, enfin il y en a partout de toute façon, certainement. Il y en a même un là. Bon là encore, il doit en traîner un peu partout. Il y en a encore un là. Bon, décidément, je vais arrêter. Bon, on va dire que la vidéo va s'arrêter parce qu'elle est déjà très longue. On a quand même réussi à faire des manipulations de listes pas du tout triviales. Voilà, avec des tests, des constructeurs de listes, etc. Je vais un peu relire le code, je vais peut-être le remettre en forme un peu. Et je le mets dans la description de la vidéo, comme ça il sera accessible à qui veut le tester, l'améliorer, le comprendre, s'abîmer les yeux dessus, etc. Allez, on va dire c'est tout pour cette fois-ci. On se retrouve la prochaine fois, on va encore continuer avec des listes. Bon, je vais arrêter avec tout ça, je vais repartir du début, je vais repartir de ça, et on va essayer, je sais pas, de... Bon, je sais pas, je verrai, je réfléchirai à ce que je vais faire encore avec des listes, peut-être des listes de nombres, autre chose. Je sais pas, on verra. Bon, merci d'avoir regardé cette vidéo, et je vous dis à bientôt.